Bon, je ne voulais pas insister sur l'arbitrage, mais trêve de bavardage les amis. Le coup de gueule du soir de Seb avec Dugarry, voilà l'anti-OM maintenant, on va l'appeler comme ça, Dugarry anti-OM. Et d'autres réactions avec la réaction et l'analyse de la FFF qui défend l'arbitrage de OM Lille avec les deux erreurs d'arbitrage du côté des pénaux qui n'ont pas été sifflés pour l'OM et aussi pourquoi pas pour les Lillois, parce qu'on est assez ouvert du côté des Marseillais, les supporters marseillais. Il n'y a pas que pour l'OM, voilà, il n'y a pas que le chauvinisme. Bien sûr, l'arbitrage est général. Et quand on voit le match, pareil, hier, le match contre Paris des Lyonnais, voilà, ils peuvent se sentir lésés aussi. Parce qu'il y a quand même des équipes qui se sentent un petit peu lésées, comme l'OM, comme Lille, comme Lyon, mais pas les Parisiens. Donc ça, on va en parler dans la vidéo. Les amis, n'hésitez pas, tout d'abord, l'abonnement, le like, le partage, et ci et là. Voilà, donnez du soutien à la chaîne, ça fait du bien qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. On atteint bientôt les 20 000, pourquoi pas avant la fin de l'année. Alors, on va voir un petit sujet tout d'abord avant de partir sur l'arbitrage et un petit peu gueuler, un petit sujet qui n'a rien à voir avec le football, même si bon, la personne qui nous parle là c'est Tofilou Malida, donc ancien Marseillais qui nous dit bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien concernant quoi? Concernant le cyclone Chido, je sais plus comment il s'appelle exactement, qui s'est déroulé du côté de Mayotte, voilà, donc ça fait 2 jours qu'ils subissent un événement cataclysmique, voilà, donc c'est la nature, c'est la nature qui en veut autrement. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont disparues, des personnes qui sont parties. Et il y a des gros problèmes. Point de vue eau, voilà, eau potable, plus d'eau potable du côté de Mayotte. Il faut envoyer, pourquoi pas, du soutien par la Croix-Rouge, par les associations locales partenaires, la Fondation de France et d'autres organismes qui peuvent soutenir. Donc Mayotte, n'hésitez pas pour ceux qui peuvent à donner du soutien. Donc force à Mayotte et force à tous ceux qui sont concernés. Allez, on y va, let's go les amis, sur quoi? Sur l'introduction, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et allez l'OM. Et avant de partir sur l'arbitrage, d'abord une nouvelle pour Pablo Longoria qui sera en conférence de presse demain. Donc demain, plutôt mercredi, puisque là on est mardi encore soir. Pour ceux qui vont regarder, donc mardi matin plutôt. Et ben vous aurez donc mercredi Pablo Longoria qui parle en conférence de presse. Il va nous faire son bilan de la première partie de saison. Donc je vous en ai fait un assez rapidement hier. Donc ça sera au tour de notre président espagnol. Alors il va parler bien sûr de sportif, mais il va pourquoi pas parler aussi de mercato. On va suivre ça de très très près. Je vous ferai un petit résumé dans une vidéo. Voilà les amis, à partir de mercredi, à partir de 10 h, pardon, pour ce bilan longoriesque. Allez, on y va sur quoi? Sur l'arbitrage. Donc l'arbitrage, vous voyez la faute sur Pierre-Emile Højbjerg, on le voit, donc il est en avance sur le joueur lillois. Il est fauché dans la surface par un choc au niveau de la tête, du cou. Il se reçoit un coup de coude ou un coup d'avant-bras, on le voit sur la photo. En général, il y a toute l'action qui est décryptée. Il est en retard, Gudmundsson. Donc logiquement, quand tu es en retard, que tu ne touches pas un ballon, normalement, quand il y a un contact qui déstabilise un adversaire, il y aurait faute. Si c'était hors de la surface, je pense que ça aurait été sifflé. Là, c'est dans la surface, ça n'a pas été sifflé. On va voir comment se défend donc la FFF et comment ils défendent l'arbitrage de monsieur Delageau et de la VAR. Parce que c'est surtout la VAR qui pose problème parce qu'ils n'ont pas repris Delageau qui peut-être n'a pas vu cette faute-là vraiment en un seul temps parce qu'il n'a pas vu de caméra de VAR. Donc ça aurait été peut-être à la VAR pendant qu'ils mangent leur hamburger qui aurait peut-être dû appeler monsieur Delageau. Donc je regarde un petit peu l'analyse de la direction de l'arbitrage qui justifie la non-consultation de la VAR par monsieur Delageau pour la faute sur Højbjerg à la 80e minute face à Lille. Et là, c'est ce qu'ils nous disent du côté de la FFF. Donc la défense. Le joueur marseillais a d'abord, donc Højbjerg, a d'abord pleinement l'opportunité de jouer le ballon de la tête et c'est dans un second temps que le contact avec le joueur lillois intervient. En conservant sa course de déplacement, le défenseur tente naturellement de se positionner dans la trajectoire du ballon. L'intervention du joueur lillois peut être ainsi considérée comme ne relevant pas d'une faute au sens des lois du jeu. C'est la raison pour laquelle l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage après analyse n'était pas attendue au titre de l'erreur manifeste. Donc là, ils disent que le contact du joueur lillois qui arrive en retard, qui touche pas le ballon, voilà, qui arrête la course de Højbjerg, n'est pas une faute. Mais vous allez me dire, ça aurait été au milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, ça aurait été une faute. On va voir un petit peu mon descriptif à moi maintenant par rapport à leur scénario, parce que là c'est leur réponse, et le scénario, comment s'est déroulé l'occasion selon eux.
selon eux, la description de l'action, selon la direction de l'arbitrage, donc qui pour moi est frauduleuse parce qu'ils ne décrivent pas vraiment bien comme il faut. Regardez leur description, c'est là où il y a la flèche bleue. Sur une passe aérienne à l'entrée de la surface, donc du côté de l'OM, de la surface de réparation lilloise, le joueur numéro 23, Højbjerg, marseillais, et le joueur numéro 5, Gudmundsson, tentent de jouer le ballon à sa retombée. Cela dit, Højbjerg est largement en avance, donc là déjà c'est faux. Le Lillois est en retard, il ne joue pas le ballon. Et on l'a vu, il n'a pas joué le ballon, il a joué que le joueur. Regardant simultanément le ballon, ils entrent en contact alors que l'attaquant a joué celui-ci de la tête. Donc ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils entrent totalement en même temps, en contact, en même temps qu'ils jouent le ballon. Alors que c'est tout à fait faux. C'est Højbjerg qui met la tête, il fait un petit laps de temps de course, et derrière on a Gudmundsson qui arrive et qui le tamponne. Donc là c'est déjà faux, deux fois faux, deux fautes dans deux phrases. L'arbitre décide que ce contact n'est pas illicite et laisse le jeu se poursuivre. Donc ça, c'est l'arbitrage sur le terrain. Donc il peut se tromper. Voilà, donc Monsieur Delageau peut se tromper, mais derrière, l'arbitrage à la VAR doit reprendre l'arbitre. Ils ont vu la caméra, à moins qu'ils mangeaient le Burger King ou le McDo, mais normalement, ils doivent reprendre leur arbitre de terrain. L'arbitre vidéo vérifie immédiatement la situation et considère que la décision de l'arbitre n'est pas clairement erronée. Donc c'est vraiment sur l'arbitrage de la VAR que j'ai envie de taper. Voilà, donc le coup de gueule va directement sur l'arbitre de la VAR. Monsieur Delageau est sur le terrain, peut-être qu'il peut faire une erreur. Cela dit, bon, il fait une autre erreur après sur Jonathan Rowe, peut-être qu'il aurait dû consulter la VAR, mais c'est la VAR qui doit le rappeler. C'est la VAR qui doit le rappeler. Mon avis sur ça, sur la faute de Højbjerg, je ne vais pas préciser pour la faute sur Rowe, la faute pourquoi pas, cette fois c'est dans l'autre sens. Parce qu'il y a eu aussi dans l'autre sens, là je parle des Marseillais, mais il y a aussi une grosse erreur dans le deuxième mi-temps où les Lillois partaient en contre. Il y avait un hors-jeu sifflé pour Jonathan Rowe et il y avait un contre pour les Lillois où il y avait un 2 contre 1. Et les Lillois ont râlé pour ça. Je suis d'accord. Ils auraient dû laisser le jeu et pourquoi pas avoir une occasion de but pour les Lillois. Mais derrière, il aurait dû avoir pourquoi pas 2 pénaltys pour l'OM. Ça, faut le dire aussi dans un sens comme dans un autre. Voilà, pas comme Dugarry qui va critiquer l'OM quand vous allez voir tout à l'heure. Mon avis. Le retard de Gudmundsson qui n'est pas précisé sur l'action, donc il ne précise pas le retard de Gudmundsson sur le descriptif. Le Lillois ne touche à aucun moment le ballon, voilà, il joue que le joueur et percute Højbjerg, stoppant ainsi la course du Marseillais vers le but. Ça c'est mon descriptif à moi et c'est le descriptif qui aurait dû avoir lieu auprès de la FFF. Ce contact aurait été sanctionné par une faute, ça c'est mon avis, l'avis final, s'il avait eu lieu hors de la surface, c'est sûr. Bref, l'arbitrage est complètement consternant, est encore à la ramasse. Et on l'a vu sur le match contre Lyon de Paris, avec 2 fautes dans la surface des Parisiens concernant les Lyonnais qui auraient dû avoir 2 pénaltys. Malheureusement, le pénalty a été pour les Parisiens. Donc on peut râler dans tous les matchs, mais il y a quand même des équipes qui sont protégées. Donc on peut parler des Parisiens, ils sont vachement protégés. Je ne vois aucune erreur auprès des arbitrages, auprès des matchs de Paris. Par contre, l'OM, les autres équipes, c'est toujours pareil. Et moi, je me concentre sur l'OM. Et de ce qu'on voit contre Lille, eh ben, il y avait 2 pénaltys, il n'y avait rien à dire. Et puis même sur le but, égalisation des Lillois, j'ai pas vu la précision sur la FFF, il n'y a pas marqué, je crois pas. Mais il y avait complètement un blocage. Voilà, donc une obstruction totale sur Balerdi. Si vous regardez bien l'action, je ne l'avais pas vu au ralenti quand je faisais le live. Mais en regardant le ralenti, il y a vraiment une obstruction sur Balerdi, il y a faute. Et en plus, Diakité qui marque, il aurait dû être exclu depuis très longtemps. Les nombreuses fautes qu'il a fait sur Mopé et sur d'autres joueurs. Et voilà, donc il y a tout qui n'est pas allé pour le match OM-Lille. Donc l'arbitrage sur le terrain, un peu frauduleux de Monsieur Delageau. Et aussi, faut pointer du doigt la VAR. Alors est-ce que la VAR sert à quelque chose? Moi j'ai envie de vous dire, si elle ne sert à rien, si on ne sert pas vraiment à reprendre ces occasions-là qui sont très très franches, et on le voit, il y a rien qui gêne hein, pour voir à la caméra. On voit très bien que le joueur est en retard, il va mettre un tampon. Donc pourquoi continuer avec la VAR si ça sert à rien? Moi j'ai envie de dire, arrêtons la VAR, revenons sur l'ancien arbitrage, au moins on râlera, mais au moins ça sera plus avec le jugé de l'arbitre sur le terrain. Voilà, on pourra comprendre que l'arbitre peut se tromper, mais là maintenant il y a la VAR, normalement il n'y a pas de problème. Normalement il est repris à la VAR, il y a la caméra, ils regardent leur vidéo, et puis derrière ils reprennent l'arbitre sur le terrain. Mais là c'est pas fait. Donc on peut se dire, est-ce qu'on est lésé, est-ce qu'il y a un complot contre l'OM? Voilà, c'est à vous de me le dire. Allez, j'enchaîne maintenant l'arbitrage. On va continuer d'en parler. Cette fois du côté de Rotten sans flamme, Dugarry qui est passé. Donc la question c'était, est-ce que l'arbitrage est en train de déjuger cette Ligue 1 qui perd de son niveau? Voilà, donc, et Dugarry nous dit quoi? J'en ai marre que l'on explique que c'est la faute de l'arbitre. Si l'OM est aussi catastrophique, si l'OL, donc Lyon, pardon, est incapable de faire quelque chose au parc, si vous voulez vous plaindre, jouez un peu mieux au foot. Donc lui, il met tout sur le niveau des joueurs, de l'équipe, quand ils n'arrivent pas à gagner. Alors que quand tu es avec une faute sur le terrain, tu dois être récompensé aussi d'un penalty, d'une faute.
Donc ça n'a rien à voir avec le niveau. S'il y a faute, il y a faute. Donc monsieur Dugarry, votre haine anti-OM n'a pas lieu d'être là. Et il continue derrière, c'est pas terminé. Donc Dugarry, je ne vous fais pas écouter tout ce qu'il dit. Dugarry, la première demi-heure du PSG est incroyable. Ça, je s'est trompé. Ça, c'est pareil pour Lyon. C'est la même chose pour l'OM. Il faut arrêter de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Soyons lucides, ce que nous sommes capables de faire. Bravo à Paris. Donc, il encense les Parisiens et contre l'OM, bien sûr. Du côté de sa réponse, il a continué. Il a continué à insister, Dugarry, et sa haine de l'OM. Mais Marseille arrête. C'est l'arbitre qui les a laissés dans le match. Dans quel cas l'arbitre nous laisse dans le match? C'est monsieur Rouli qui était sur le terrain, qui a fait de beaux arrêts. Certes, les Lillois ont eu des occasions, mais c'est une équipe qui est de très haut niveau en Ligue 1. Donc c'est normal que le match soit équilibré. Donc là, il nous dit que c'est l'arbitre qui nous a laissé dans le match. L'OM aurait dû perdre 4-1 le match. Ils sont catastrophiques. Il a insisté derrière. L'OM est nul, de ressortir de derrière. Moi, j'aime pas ça, ici et là. Mais si tu n'aimes pas ça, eh ben, c'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est vraiment pas la vraie qualité du jeu de l'OM qui existe. Parce que la vraie qualité de l'OM qui existe, elle existe. Et quand je vous le dis dans la vidéo d'hier qu'on voit de mieux en mieux le jeu de De Zerbi qui se détaille un petit peu plus sous nos yeux, et on le voit sur le but. Je vous le montre vite fait, bien fait, regardez bien. Regardez le but, il est pas magnifique ce but? Voilà, et Dugarry va nous dire quoi? Que ça part de Rouli, on repart proprement de derrière avec Balerdi qui va décaler, Murillo, la petite passe, hop, Enrique, hop, le 1-2 avec Mopé, tac tac, la passe en profondeur, Rabiot qui va rentrer presque dans la surface, il va fixer son défenseur Aïssa Mandi, il va décaler pour Merlin, la petite feinte, hop, éliminé, et la petite frappe petit pluie. C'est pas magnifique ce but? C'est un but 8 ou 9 sur 10. Donc monsieur Dugarry, si vous regardez cette vidéo là, vous comprenez que c'est le football ça aussi? Il n'y a pas que le jeu construit lentement à la barcelonaise. Non, non, il y a le jeu aussi construit en transition rapide. Et ce n'est pas un contre, c'est un jeu qui est construit en transition rapide tout simplement. Voilà, donc on va très vite vers l'avant. Et maintenant, arrêtons avec l'arbitrage, parlons maintenant des statistiques les amis. Et on terminera par 2-3 informations sur fin de vidéo. Action manquée dans ces 30 derniers mètres défensifs. Votre équipe manque-t-elle beaucoup d'occasions ou d'actions dans ces 30 derniers mètres défensifs? Donc en défense, est-ce qu'on fait beaucoup d'erreurs, de relance, de duels, mais surtout de relance? Et l'OM, vous le voyez, est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e place. Donc on a fait 278 erreurs dans les 30 derniers mètres, que ce soit par la passe, par le dribble ou par le duel. Voilà, imaginez-vous, on était à la hauteur des Parisiens, peut-être qu'au classement, on serait à la hauteur des Parisiens, finalement. Donc on fait quand même des erreurs, on n'est pas les derniers, et derrière, on va voir si on surperforme ou on performe. Donc selon le graphique, on voit que l'OM est la meilleure équipe en Ligue 1 à surperformer, que ce soit en défense ou en attaque. À gauche, vous avez la défense, et en bas, horizontal, vous avez l'attaque. Donc l'OM est celle qui surperforme le plus défensivement. Vous avez le descriptif à droite, je vais vous le lire assez rapidement. Surperformance et sous-performance des équipes de Ligue 1. Si votre équipe surperforme offensivement, donc que ce soit la ligne horizontale, donc l'OM est le plus à droite, c'est celle qui surperforme le plus offensivement. On a la deuxième attaque du championnat. Cela signifie probablement que vous disposez d'attaquants très efficaces, comme Greenwood, comme Enrique, capables de marquer dans des situations complexes, angle fermé, hors de la surface, reprise de volée. Cela ne veut pas dire qu'ils ne ratent jamais, mais qu'ils compensent largement par leur capacité à convertir des occasions difficiles. C'est-à-dire que pour l'instant, on est efficace. Dans l'ensemble, on est la plus efficace, on surperforme le plus offensivement. Regardons maintenant défensivement. Si votre équipe surperforme défensivement, vous avez sans doute un gardien capable de réaliser de nombreux arrêts décisifs. On pense directement à Rouli, qui est le meilleur gardien de Ligue 1 comme on l'a vu dans les notes d'hier de l'équipe. Il se peut également que vos adversaires manquent régulièrement de réalisme dans leurs tentatives face à vous. Alors ça, c'est pas notre problème. Si face à nous, Lille, Lens ou Monaco ou Pim Pam Poum manquent des occasions face à nous, c'est pas notre faute. Derrière, on a un gardien qui est fort. C'est pas parce qu'on a un gardien qui est fort que les occasions sont manquées face à nous qu'on joue mal. Dugarry, si tu m'écoutes encore une fois. Donc là, je reste sur ça. On surperforme en défense, en offensif. Donc on est au top pour l'instant. On aimerait avoir un peu plus de résultats, bien sûr, mais ça va arriver. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Moi, je suis assez confiant pour la deuxième partie de saison. Les surperformances ou sous-performances peuvent durer, mais rarement indéfiniment si des ajustements ne sont pas effectués. Et là, on pense directement aux ajustements qu'il y aura cet hiver. Là, il va y avoir une trêve. Les joueurs vont revenir à l'entraînement. Après, on reprendra avec... Il y a le match de Coupe de France de dimanche, bien sûr. On reprendra avec Le Havre, tranquillement. Et après, on ira en Coupe de France, ici et là. Mais on va reprendre tout doucement.
Et plus le temps il avance, plus les automatismes vont être compris par les joueurs et plus on jouera le mieux possible. Avec peut-être des recrues qui vont apporter de la qualité supplémentaire, je l'espère, que ce soit en défense ou en attaque ou au milieu de terrain, peu importe. On pense à Pogba, on pense à d'autres joueurs. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on voit du mieux dans le jeu de l'OM. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez du mieux dans le jeu de l'OM depuis un certain temps, depuis les 4 derniers matchs qu'on a vus. Après le match d'Auxerre, où on a fait notre stage commando du côté de Malmort, j'ai l'impression que certains joueurs se sont pris en main et on voit un peu plus de qualité, que ce soit défensive et offensive. Certes, on concède encore beaucoup trop d'occasions, voilà, avec ce jeu long derrière notre dos qu'on n'a pas réussi à juger à bon escient contre Lille, où on a concédé beaucoup d'occasions, mais il y avait derrière Roulis. Mais quand même, il y a beaucoup de mieux. Je trouve dans les duels, on est plus présent. Mis à part sur le coup de pied arrêté, le but de Lille, bah, c'est un duel perdu. Mais dans le duel, je trouve qu'on est plus présent. Voilà, par rapport au match contre Paris où tous les duels on les perdait, où on a perdu tous les ballons ici et là. Je trouve qu'on est plus fort dans les duels défensifs et offensivement, on est toujours aussi efficace. Donc si on est toujours efficace devant, toujours aussi efficace devant, et que derrière on devient de plus en plus fort dans les duels, et qu'après on arrivera à juger ce petit jeu dans le dos et ces relances propres ici et là, je pense que il y a de bonnes choses à voir en deuxième partie de saison. Voilà les amis pour les stats. Une autre stat cette fois concerne un joueur, c'est Luis Enrique qui fait beaucoup d'efforts en termes de piston, en termes d'ailier. Là, il nous le considère en termes d'ailier du côté de CIES Football pour la stat. Luis Enrique en mode marathonien. Dans les 5 grands championnats européens, donc la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1, il se place deuxième, donc deuxième quand même parmi tous les joueurs des ailiers ayant parcouru le plus de distance en moyenne hein, par match. Donc tous les 90 minutes, il fait environ 11,14 km par match, Luis Enrique. Il ne lésigne pas dans les efforts, comme Sébastien Nanasi, le Strasbourgeois qu'on avait vu face à nous. C'était le blond qui était intéressant. Donc l'OM, j'allais dire. Luis Enrique est le deuxième joueur en Europe derrière le Strasbourgeois. Donc un joueur qui s'est lâché complètement cette saison, qui a les stats en plus de ça. Il a la réussite et il n'hésite pas. Voilà, donc il a pris confiance. Peut-être la naissance de son deuxième enfant, de sa deuxième femme qui est arrivée, de la prolongation de contrat et de tant d'autres choses. La confiance qu'il a eue avec le coach l'année dernière de Jean-Louis Gasset qui lui a donné de la confiance aussi. Et peut-être que dans le jeu qu'on met en place en ce moment avec le 3, 4, 2, 1 qu'on met avec 2 pistons, ça lui convient parfaitement. Et je trouve que cette année, on a un Luis Enrique qui n'hésite plus, voilà, qui n'hésite plus à provoquer, que ce soit par le dribble, par la frappe. J'aimerais qu'il tente un peu plus les frappes. Voilà, il frappe pas assez à mon goût, mais au moins il tente par les dribbles, par les passes, par les duels. Il n'hésite plus, voilà, il a un peu plus de confiance, il n'hésite moins, il a moins peur, il se cache beaucoup moins. Et on le voit là, puisqu'il se propose beaucoup par la course. Donc bravo Luis Enrique qui continue comme ça. Allez, on va partir sur un autre joueur offensif qui est passé par l'OM, c'est Dimitri Payet et son bonnet bleu, qui nous dit du côté des RMC, en parlant de Paul Pogba, il a déjà joué au Vélodrome comme à l'Euro 2016. Il sait ce qu'est Marseille. Après, savoir si c'est le bon moment pour lui, est-ce qu'il en a envie? Pogba, Rabiot, Højbjerg au milieu, ça commence à causer quand même. C'est-à-dire ça commence à être du très haut niveau. Il a oublié Rongier quand même, j'ai envie de rajouter Rongier. Mais c'est vrai que quand on voit ces noms-là, Pogba, Rabiot, Højbjerg, c'est que des internationaux et des patrons en équipe nationale. Parce que Højbjerg, c'est le capitaine actuellement du Danemark. Rabiot, qui peut aussi postuler en termes de capitanat avec l'équipe de France, vu qu'il n'y a plus Griezmann et Mbappé, pour l'instant, il est plus revenu. Pogba, bon, bah, vous le connaissez, Pogba, quand même. Donc, on a quand même des joueurs de très, très haut niveau au milieu de terrain, si bien sûr, Paul Pogba était amené à venir. Alors, pour l'instant, il n'est pas là. Pour l'instant, il n'a pas de club. Il a rompu son contrat, avec la Juve. Donc, il va devoir s'entraîner fortement pour reprendre le rythme. Ça va être difficile pour lui. Voilà, il a manqué 7-8 mois, si je me trompe pas, d'absence avec sa sanction par rapport à son dopage. Là, il va reprendre que en mois de mars. Donc, même si on le recrute du côté de l'OM, il se pourrait qu'on le retrouve en mois de mars, avril, voire mai, peut-être pour rentrer dans cette fin de saison. Et l'année prochaine, s'il reste, on ne sait jamais s'il vient à l'OM l'année prochaine, ça pourrait être un plus pour la Ligue des Champions. Quand on sera en Ligue des Champions, avec bien sûr la Ligue 1 qu'on aura gagné cette fin de saison et la Coupe de France. Voilà les amis pour Paul Pogba. Maintenant on enchaîne avec l'actualité de l'OM en général. Et je vous lis ça tout de suite par ce communiqué officiel. L'OM annonce la fin de collaboration
avec Yann Danielou. Danielou, c'était le partenaire de Marco Otero, qui lui est pour l'instant mis à pied, je crois, depuis 2-3 semaines. Alors, il va devoir partir, je pense, du club marseillais. Mais pour l'instant, il est toujours sous contrat à l'OM, si je ne me trompe pas, Marco Otero. N'hésitez pas à me le dire. Donc, il dirigeait, c'était le directeur du centre de formation depuis l'été 2022. Il était arrivé en même temps que Marco Otero pour mettre un projet sur 5 ans, je crois, au centre de formation. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de mettre en place ce qu'ils voulaient. Donc, que ce soit lui ou Otero, voilà, ils ont été un peu évincés par rapport à la venue de Benassia. Voilà, Benassia a fait de bonnes choses. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On verra à l'avenir. Pour le centre de formation qui, pour l'instant, était plutôt pas mal, intéressant. Alors, est-ce que c'était par rapport à Otero et Danielou? On verra bien à l'avenir. Maintenant, il y a une nouvelle personne qui va remplacer Danielou. Et Danielou est remplacé par Monsieur Asni. On en avait parlé, je crois, dans les dernières vidéos. Par ce communiqué, l'OM annonce la nomination de Lassad Asni au poste de directeur du centre de formation. Il remplace donc Monsieur Danielou. Voici la dernière actualité pour cette vidéo, les amis. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, on se retrouve sur le grand écran que je vais vous mettre maintenant, à moins que je le trouve plus, bordel de merde. Voilà, il est là. Et voilà, les amis, la vidéo est terminée. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et n'hésitez pas, les amis, comme d'habitude, like, partage et tout le tout team. Voilà, je regarde de mon côté s'il n'y a pas une dernière actualité qui vient de tomber. Je regarde. Non, ça concerne l'arbitrage. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée encore une fois. Vive le foot chez Sabach Foot et surtout, allez l'OM!